tout à l'heure que débutera dans la capitale ougandaise le nouveau sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 4e rencontre en 3 mois pour mettre fin aux troubles dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif est toujours le même, le projet de force neutre déployé à la frontière avec le Rwanda qui peine à se concrétiser. Les chefs d'État congolais et rwandais sont attendus sur place alors que sur le terrain, la rébellion du mouvement du 23 mars se rapproche de Goma. Beaucoup craignent un nouveau coup d'épée dans l'eau pour ce sommet de Kampala. Écoutez le journaliste congolais Nikes Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses. De l'avis des analystes, le moment est très mal choisi parce que d'une part, dans 48 heures, l'Ouganda va commémorer son 50e anniversaire de l'indépendance et à peu près 3 jours après, la RDC accueille le 14e sommet de la francophonie. On voit très bien que les préoccupations sont ailleurs, que ce soit pour l'Ouganda ou pour la RDC. D'autre part, on pense même que le fait de maintenir le sommet juste 1 ou 2 jours avant la fête de l'indépendance de l'Ouganda jouait plus à la stratégie d'avoir beaucoup de chefs d'État autour de lui. Alors le deuxième point, c'est que la priorité aujourd'hui, c'est de rétablir la confiance entre Kinshasa et Kigali, car il y a 2 fâcheux précédents. Durant un seul mois, d'abord, il y a eu le boycott du 2e sommet par Kagame, le sommet de Kampala, et puis il y a l'incident de New York lors du mini-sommet. Donc, les chefs d'État vont tout faire pour restaurer la confiance entamée entre Kigali et Kinshasa. C'est comme ça on trouve que le sommet n'aura pas d'avancée significative. D'autant que sur le terrain, le M23 se rapproche dangereusement de Goma. Effectivement, la stratégie du M23, c'est d'abord de reconquérir les territoires qui lui sont très favorables, dont Massissi et Rutshuru, et finalement prendre Goma sandwich, c'est-à-dire en l'asphyxiant. Parce que même si le M23 ne peut pas prendre directement Goma, mais il peut asphyxier Goma de telle sorte qu'il bouche les entrées vers Sac et vers l'aéroport. À ce moment-là, la seule entrée qui resterait pour Goma serait Kisenyi au Rwanda. Et là encore, avec des tensions qui existent entre Kinshasa et Kigali, Goma risque d'être fortement asphyxié. Est-ce que l'objectif du déploiement d'une force africaine à la frontière entre les 2 pays d'ici la fin de l'année est réaliste? L'objectif n'est pas réaliste parce que apparemment ceux qui organisent les sommets font tout pour que les choses n'aillent pas vite. D'ici la fin de l'année, ce n'est pas réaliste, ça ne se fera pas parce qu'il n'y a pas une force africaine entreposée quelque part qui pourrait venir automatiquement. Et puis de 2, il faut nécessairement disposer de beaucoup d'argent et de la logistique pour avoir le plus ou moins 4000 hommes pour sécuriser les 2 frontières. Donc nous sommes partis pour 2013 et voire même 2014 avec les tergiversations. Nikes Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses, joint à Kampala. Témoignage des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet. C'est Florent Wakala, citoyen journaliste, Congo Boma pour la Voix de l'Amérique. Nous avons remarqué qu'ici au port international de Boma, on est en train d'améliorer les différents bureaux des taxes qui étaient dans le port. On a mis un arrangement qui fait que les gens travaillent dans toute sécurité. Il n'y a plus de tracasseries comme auparavant. Beaucoup de paiements se faisaient dans les guichets là à l'intérieur. Quand vous voulez payer quelque chose là au port, vous n'auriez pas à payer là-bas, mais vous allez payer à la banque, on vous donne le document qu'il faut vous présenter et les opérations se font maintenant en toute rapidité. Ce qui fait que les déclarants ici à Boma commencent déjà à être joyeux pour cette nouvelle méthode de travail. Bertrand Kabila pour la Voix de l'Amérique. L'information que nous avons eu actualité, c'est juste l'attente de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout le monde est hyper motivé pour attendre cette grande rencontre ou réunion internationale, parce que ça fait quand même longtemps que ce n'est pas organisé au Congo. Comme le pays est arrivé à l'Est, on attend à ce que peut-être qu'il y aura de nouvelles résolutions. Je m'appelle Daniel, citoyen journaliste qui est pour la Voix d'Amérique. Avec l'approche du sommet de la francophonie, on a vu à des fois les routes qui sont barrées, ce qui fait plus d'embouteillage. Les gens ne savent pas par quelle voie il faut passer, ils font
des milliers de mètres à pied, ce qui rend un peu la vie difficile. Et encore l'actualité que nous avons remarqué, nous avons vu le fou arrêté par les gens de la police. On ne sait pas pourquoi on les a arrêtés. Sans oublier dans des points. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les pays de la région des Grands Lacs se retrouvent aujourd'hui à Kampala. C'est leur 4e sommet consacré aux affrontements qui opposent militaires et mutins du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif de ce sommet est de définir plusieurs points du déploiement d'une force internationale de 4000 hommes dans la région, notamment pour sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Les questions de financement et des pays qui fourniraient ces soldats ne sont pas encore réglées. Mais pour le Congolais Ntumba Luaba, le secrétaire exécutif de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, il n'y a pas d'autre option. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix pour stabiliser la région des Grands Lacs. C'est une opportunité unique. Parce qu'il n'y a pas que les M23, il n'y a pas que les FDLR. Certes, ils font beaucoup de dégâts. Certes, ça donne à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Mais nous voulons également neutraliser toutes les autres forces et groupes armés, même, j'allais dire, la marmaille des Maïmaï. Et à l'heure actuelle, seule la Tanzanie s'est engagée. Est-ce que vous avez recueilli d'autres engagements, d'autres pays, ou est-ce que il y en a qui vont se concrétiser au cours de ce sommet? Non, dans des contacts informels. Il y a des pays qui ont déjà déclaré leur disponibilité. Il y a déjà 3 ou 4 pays, mais je ne peux pas vous dire à quelle hauteur de contribution. Mais il y en a, les bonnes volontés sont là. Des propos recueillis par Nicolas Champeau. L'opposition congolaise a claqué la porte de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée au réaménagement de la commission électorale. Les opposants estiment que cette réunion n'a pas été convoquée de manière régulière et soupçonnent le président de l'Assemblée de vouloir faire passer en force le projet de loi présenté par le gouvernement et qui lui permettrait de renforcer son contrôle sur la CENI. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, les syndicats du Katanga appellent les politiciens à la retenue. Ils disent craindre des violences communautaires semblables à celles commises contre les Kassaïens de la région en 1992. Une cinquantaine d'organisations syndicales s'inquiètent d'appels à la haine tribale contenus dans des courriers signés du politicien Jean-Claude Muyambo et mettant en cause le gouverneur du Katanga accusé d'avoir permis le retour de travailleurs kassaïens. Explication de notre correspondant Kamanda Wakamanda Muzembe. Tout est parti des lettres ouvertes écrites au vitriol par Jean-Claude Muyambo contre le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Non seulement que le premier accuse le second de mauvaise gestion, mais cette guerre révèle des appels à la violence, pire, à la haine tribale. Des appels attribués à Jean-Claude Muyambo qui, de son côté, affirme que sa signature et le logo de son parti ont été trafiqués. Reste cependant à s'expliquer sur les DVD dont le contenu n'est pas différent de la lettre intitulée « À mes frères katangais ». Et c'est alors qu'intervient l'intersyndicale du Katanga, Ngoï Kienge, de l'Union nationale des travailleurs du Congo, qui est le président en exercice de l'intersyndicale. L'histoire que nous avons connue en 1992, si aujourd'hui on parle des entreprises qui ne tournent plus bien, entre autres, c'est à cause de ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, les politiciens reviennent à la charge? Non. Qu'on ne nous amène plus le problème de tribalisme. Avant l'intersyndicale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, journalistes en danger ainsi que d'autres ONG de droits de l'homme avaient haussé la voix pour condamner ces appels à la violence et à la haine tribale. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, de retour de Lubumbashi, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour le problème d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la question rassemble de nouveau les dirigeants des Grands Lacs. Détail important, les présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et du Rwanda, Paul Kagame, sont présents dans la capitale ougandaise où se déroule la réunion à huis clos. Mais parallèlement aux efforts des États de la région, Georges Ibrahim Tonkara, l'Église catholique s'investit elle aussi dans la recherche de solutions.
Des centaines de fidèles qui implorent Dieu afin qu'il ramène la paix dans leur région, dans leur pays. Nous sommes à Rutshuru, ville sous contrôle rebelle dans la province du Kivu, dans l'est de la RDC. Et comme tous les dimanches matins, ces fidèles sont une nouvelle fois présents dans cette église, un grand bâtiment en briques. Depuis le début des combats contre l'armée en mai dernier, le mouvement rebelle, le M23, a conquis une région entière à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Et là, les rebelles tentent de bâtir un État dans l'État. À Rutshuru, à 100 km de Goma, la capitale du Nord Kivu, l'évêque Théophile Kaboyi tient ce jour-là une rencontre à laquelle participent plusieurs hauts gradés rebelles. Pour l'évêque, il n'y a qu'un seul message à transmettre. Nous avons aussi l'habitude d'envoyer des messages, beaucoup de messages que les évêques catholiques ont lancés. Je n'aime pas trop la médiation. Donc, un rôle qui puisse faire réfléchir les uns et les autres, faire réfléchir les deux parties. Pas pour condamner, pas pour juger, et pour dire, mes amis, la guerre est mauvaise. Comment on peut ramener la paix ? L'Église a depuis toujours joué un rôle particulier en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. Pendant la colonisation belge, elle a soutenu l'État dans la gestion de l'administration publique, puis assuré la transition. Et ce sont même les églises qui ont construit des écoles, des universités et centres de santé avec des aides venues d'Europe. Jusqu'à aujourd'hui, ce rôle n'a pas véritablement changé. Ce sont les églises, pas seulement catholiques, qui bénéficient de la confiance des populations. Elles leur apportent en effet une grande assistance dans des multiples domaines. Pour Monseigneur Théophile Kaboyi, paix et développement sont étroitement liés. Quand il y a un développement organisé, les gens oublient ce qui les sépare. Les gens voient ce qu'ils construisent ensemble dans le développement et ils apprennent à s'estimer et à se connaître. Et c'est pour cela que j'ai dit encore aux autorités ici, l'un des grands dangers d'ici à Goma actuellement est le chômage. Les gens viennent, ils fuient la guerre, ils fuient l'insécurité dans les campagnes, ils arrivent à Goma, ils retrouvent l'insécurité parce qu'ils n'ont pas de travail. Et alors le banditisme et les actes de violence se multiplient. Pour le moment, les initiatives des religieux restent infructueuses. L'Est du Congo est toujours le théâtre d'affrontements entre l'armée gouvernementale et différents groupes rebelles. Et les rencontres diplomatiques se multiplient sans trouver de solution à cette crise congolaise. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Que faut-il vraiment attendre de la réunion qui s'est ouverte ce matin de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs? 4e rencontre en 3 mois pour mettre fin aux troubles dans l'est de la République démocratique du Congo. Le projet de force neutre déployé à la frontière avec le Rwanda peine à se concrétiser. Les chefs d'État congolais et rwandais sont sur place, alors que sur le terrain, la rébellion du mouvement du 23 mars se rapproche de Goma. Les discussions se poursuivent et ce matin, le rapport des ministres des Affaires étrangères a été rendu public, comme l'explique le journaliste congolais Nikes Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses. Oui, le rapport publié ce matin donne 2 points essentiels. Le premier, ils ont convenu de la mise en place opérationnelle du mécanisme conjoint de vérification. Et ce mécanisme conjoint exige 683 505 $ qui devront être supportés par les 11 États membres. Ça, c'est de 1. Le deuxième point, c'est la finalisation du concept des opérations et pour déterminer le soutien effectif de l'Union africaine et des Nations unies à la mise en place de la force internationale neutre. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 11 États puissent finaliser le concept des opérations effectifs, montants et présenter à l'Union africaine et aux Nations unies pour le déploiement de la force internationale neutre. Donc, comme vous voyez, en principe, ils vont se réunir à Goma pour finaliser ce concept-là des opérations pour recevoir l'aval de l'Union africaine et des Nations unies. Donc, à vous entendre, le déploiement de cette force neutre promis d'ici la fin de l'année n'aura vraisemblablement pas lieu. En tout cas, pas, sauf miracle, parce qu'aussi, il faudrait que les États membres puissent d'abord contribuer financièrement. Vous savez que ce sont des États qui ont des déficits budgétaires, donc ce n'est pas facile. Bref, pratiquement, on est en train de tourner en rond. Il n'y a pas d'avancée significative réelle depuis le sommet d'Addis Abeba. Nikes Kibelbeloka joint à Kampala. Comme chaque soir, voici les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet.
Claude Kiavanga, citoyen journaliste. L'actualité reste dominée par l'affaire qui se pose entre le prétendant candidat gouverneur Léon Koussou à Bello qui a saisi la cour d'appel du Bas-Congo. Pour sa requête, il s'appuie sur l'article 36 de la loi électorale qui interdit à toute personne de faire usage des biens et personnels de l'État congolais pour fin des électorales. La requête formulée a été exigée pour qu'il soit mis à l'annulation de la candidature de M. Léon Koussou pour avoir utilisé, selon le requérant, lors du dépôt de sa candidature, en date du 17 septembre 2012, le véhicule et le personnel et les agents publics de l'État. Mais l'affaire est entrée en délibéré et la prochaine audience est prévue pour le jeudi 11 de ce mois. Pascal Yamouno, citoyen journaliste à Congolo, il est difficile actuellement de se rendre en Lubumbashi pour la cause que la compagnie d'aviation aérienne CAA, qui opérait sur la ligne de Lubumbashi-Congolo, n'est plus opérationnel bientôt un mois pour cause l'avion est envoyé au contrôle technique. Actuellement, la population de Congo traverse des moments difficiles pour se rendre à Lubumbashi. Il suffit de prendre la moto à destination de Kalemi ou prendre un Antonov avion, bien sûr, à destination de Bema, Kinshasa, et pour venir à Lubumbashi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les affrontements entre mutins du M23 et militaires en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au cœur hier d'un nouveau sommet des pays de la région des Grands Lacs, en présence notamment des présidents de RDC et du Rwanda. Kigali est accusé par Kinshasa et par les Nations Unies de soutenir les rebelles. Les pays de la région ont décidé d'envoyer une force internationale neutre pour sécuriser la frontière entre les deux pays, mais de nombreux points restent encore à définir. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Clôture hier à Kampala en Ouganda du sommet des chefs d'État de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Lors de la rencontre, ils ont déploré l'avancée des rebelles du mouvement du 23 mars pour la conquête de nouvelles localités dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Un délai de 2 semaines a été accordé à l'équipe militaire d'évaluation pour étudier les procédures opérationnelles en vue de permettre le déploiement de la force internationale neutre à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. En attendant, certaines voix continuent à s'élever en RDC pour exiger de régler cette crise par une solution politique plutôt que militaire. Le point avec le correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, Primo Pascal Roudaïgua. Le professeur Ntumbalwaba, secrétaire général de la CIRGL, a dit que la force internationale neutre sera constituée de 4000 hommes. En attendant son déploiement, la CIRGL a un mandat régional d'agir si la situation l'exige sur terrain. Un dernier avertissement sera accordé au M23. Il a été demandé qu'on puisse encore prévenir le M23 parce qu'on a constaté qu'il se déploie encore sur le terrain et est en train de se renforcer, qu'il doit mettre fin à toutes ces activités armées. Le président d'exercice, son Excellence Museveni, a été chargé, et notamment à travers son ministre de la Défense, de leur faire comprendre cela avec beaucoup de fermeté. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Miss, a rassuré que la MONUSCO va collaborer étroitement dans le processus de l'opérationnalisation de la force internationale neutre. Nous avons nos personnels sur le terrain, ainsi qu'un officier militaire envoyé par New York, pour travailler ensemble avec l'équipe pour donner notre conseil et évidemment pour offrir aussi l'appui logistique et autres à eux. Donc nous sommes déjà impliqués dans ce travail. Il y a déjà l'expertise et le conseil disponible, non seulement de nous-mêmes, mais je peux ajouter de l'Union africaine aussi. Selon un communiqué publié par Bertrand Bissimois, chargé de la communication et porte-parole politique du M23, l'avancée de leurs troupes vers Nyamilima et Ishasha n'est autre qu'une opération de police pour la sécurisation des espaces occupés par les forces négatives afin de garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Cependant, les voix ne cessent de s'élever pour trouver une solution politique à la crise. Maître Jean-Paul Lumbulumbu,
acteurs politiques de l'opposition. Nous pensons que ce n'est qu'avec la participation de tout le monde, l'opposition politique, le pouvoir, la société civile et toutes les forces vives de la nation, que nous pourrions arriver à extirper les vraies raisons de la guerre, parce que les vraies raisons de la guerre sont cachées au peuple, et proposer des pistes et des solutions pour une paix durable. Parce que vous savez, nous avons toujours pensé que limiter la crise en RD Congo au M23, c'est une simple diversion. Il faudrait aborder le problème dans sa globalité. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que le M23 n'est que l'un des nombreux problèmes que connaît la République démocratique du Congo. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Aussi à l'approche du sommet de la francophonie qui se tiendra du 12 au 14 octobre à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais a répliqué à une critique du président français qui a jugé tout à fait inacceptable la situation en RDC sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Rejoignant toutefois le jugement de François Hollande pour ce qui est de la situation dans l'est de la RDC en proie à la violence armée, Lambert Mende a dit à l'AFP que cette évaluation globale ne correspondait à aucune réalité, invitant M. Hollande à compléter son information pour rendre son voyage utile. M. Mende a soutenu que son pays est le plus avancé en Afrique dans les droits et l'expression politique de l'opposition. Le sommet de la francophonie ou conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage se réunit tous les 2 ans. Il est présidé par le dirigeant du pays hôte de la rencontre jusqu'au prochain sommet. Le précédent sommet de la francophonie s'est tenu à Montreux en Suisse en 2010. Et comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Narval Mabila, citoyen journaliste à Lubumbashi. L'actualité qu'elle a eue aujourd'hui, la police nationale congolaise du pays de Lubumbashi a présenté 3 officiers de FRDC, donc des capitaines, des lieutenants, et un chauffeur qui opérait la nuit. Et selon leur déclaration, ces gens, ils opéraient la nuit avec un taxi non immatriculé. Et les officiers militaires qui mis toutes ces allégations, pour eux, ils disent qu'ils étaient à un endroit en train de prendre leur verre, et puis la police est arrivée. Ils ont intercepté les chauffeurs, par exemple, qui se sont rendus jusqu'au poste de police, qui se retrouve aujourd'hui arrêté. Mais selon les officiers de la police, le dossier sera transféré à la cour d'ordre militaire pour un procès urgent. Dernier citoyen journaliste que j'attends pour la Voix d'Amérique. Le sommet de la francophonie se prépare. On voit un village construit à la centre du stade de Martyr. Nous voyons aussi la ville tout entière. Il y a des policiers à 100 mètres de chaque coin. Tous se rigolent, s'amusent. C'est ce qui fait plus l'actualité du sommet de la francophonie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pas de scoop en provenance de Kampala où s'est tenu le sommet régional destiné à mettre fin au combat dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a certes fait état de progrès réguliers, mais n'a pas mentionné d'avancée concernant l'éventuel déploiement d'une force internationale. Et pendant ce temps, à Goma, les violences continuent. Selon la mission de l'ONU sur place, la MONUSCO, le dispositif sécuritaire autour de Goma ne permet pas à la rébellion du M23 de prendre la ville, mais la population civile n'en continue pas moins de vivre dans une insécurité chronique. En témoigne un nouvel incident survenu hier soir. De Goma, les précisions de John Kanyonu. Pendant que s'achevait à Kampala, en Ouganda, le 4e sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, à Goma, les habitants du quartier Mapendo étaient surpris par la détonation d'une grenade. Il était 19h local. Cette grenade jetée on ne sait par qui a fait une vingtaine de blessés, dont 4 grièvement. Suivant le témoignage des proches des victimes internés à l'hôpital Hill Africa. Je suis ici avec mon enfant, Lardo. J'étais à la maison, j'ai entendu une détonation pensant que c'était des coups de feu. Je m'apprêtais à aller chercher la farine pour faire à manger aux enfants. Lardo a été atteint par les éclats, le voici avec des plaies au niveau de son dos. Nous avons constaté que la grenade était jetée sur notre maison et quelques secondes après, elle a éclaté et nous, on s'est retranchés dans la maison. Signalons qu'une autre grenade, abandonnée par des inconnus, a été découverte au niveau d'un rond-point
et sans l'alerte des passants qui l'ont vu, elle aurait causé aussi des dégâts. Joint au téléphone par la Deutsche Welle, le chargé des relations publiques au sein de la police provinciale, le lieutenant-colonel Jean-Marie Malossamboma, n'a pas voulu s'exprimer sur l'incident, mais il a laissé entendre que les enquêtes se poursuivent. L'incident de la nuit d'hier est le premier après une semaine d'accalmie observée à Goma. Auparavant, la ville avait connu 3 semaines de violences extrêmes avec des grenades piégées et même des tirs à bout portant qui ont fait des dizaines de morts. Pour pallier cette insécurité chronique, les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont multiplié les rencontres. Le nouveau sommet tenu hier à Kampala n'a pas produit des résultats concrets. Tout au plus a-t-il été sanctionné par un communiqué qui demande au président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le chef de l'État ougandais Yoweri Kaguta Museveni, de poursuivre ses initiatives diplomatiques et politiques auprès de tous les acteurs concernés en vue de trouver une solution durable à la crise dans l'est de la RDC. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Capitale de la République démocratique du Congo accueille dans 3 jours le 14e sommet de la francophonie. Les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF se réunissent cette année autour du thème « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ». Alors que la capitale congolaise se prépare pour ce grand rendez-vous, le chef de l'État français a provoqué de vives réactions dans l'équipe du président Joseph Kabila en déclarant hier que l'état de la démocratie en RDC est inacceptable. Aux côtés du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en visite à Paris, le président français a vivement critiqué la politique de l'immense pays d'Afrique centrale présidé par Joseph Kabila depuis l'assassinat de son père Laurent Désiré en 2001. Ce sommet aura lieu à Kinshasa, en RDC, avec 2 préoccupations que j'ai personnellement à l'esprit. La première, c'est la situation tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Mais également une autre préoccupation qui est l'agression dont ce pays est l'objet venant de l'extérieur sur ses frontières. Suite à cette déclaration du président français François Hollande, le porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Lambert Mende, a riposté en disant, et nous citons sa déclaration à l'agence France-Presse, « Nous sommes le pays le plus avancé dans les droits de l'opposition ». Le porte-parole congolais a suggéré au président français de compléter son information, entre guillemets, pour rendre son voyage à Kinshasa très utile. M. Mende a aussi réagi dans un entretien accordé à la Voix de l'Amérique. Nous savons qu'il y a une connaissance assez imparfaite de la situation ici, qui est alimentée par des sources généralement hostiles à notre pays, au niveau notamment de l'international socialiste. Nous ne doutons pas du fait que c'est à cause de notre transparence, du fait que nous laissons libre cours à toutes les expressions, que des voix dissonantes lui parviennent, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Nous sommes un peu victimes de notre transparence et justement notre ouverture. Nous trouvons cela assez injuste. Monsieur Hollande doit rencontrer non seulement les responsables du gouvernement, mais aussi l'opposition. On lui a fait croire qu'il fallait qu'il insiste lourdement, sinon il ne verrait pas l'opposition, que nous muselons. En réalité, depuis 5 ans, toute autorité étrangère qui visite la République démocratique du Congo, que ce soit un ministre, un chef de gouvernement ou un chef d'État qui le souhaite, rencontre systématiquement, c'est prévu dans nos textes maintenant, président, gouvernement, la société civile et l'opposition. Quelqu'un s'est amusé à faire croire au président Hollande que c'est lui qui va obtenir cela pour la première fois. Assez rigolo pour nous parce que c'est une tradition bien affirmée ici. Donc nous sommes tout à fait fiers depuis plus de 5 ans. Une branche de l'opposition, celle de l'opposant Étienne Tshisekedi, a annulé une journée ville morte annoncée pour ce mardi 9 octobre. Cependant, il paraît qu'ils ont l'intention de demander à la population d'accompagner M. Tshisekedi à une rencontre avec M. Hollande samedi. Ne craignez-vous pas des dérapages ? Nous savons que M. Tshisekedi n'a pas annulé de bon cœur sa fameuse ville morte parce qu'il sait que depuis plus de 2 ans maintenant, chaque fois qu'il appelle à une manifestation, il n'y a pas de répondant. Il n'y aurait eu personne pour suivre sa ville morte. Alors il a pris le devant pour annoncer qu'il l'a annulé et il n'y aura pas plus de succès avec le fameux accompagnement de M. Tshisekedi vers le président Hollande. C'est totalement de l'infantilisme. C'est chaque mois que M. Tshisekedi voit un tremblement de terre. C'est chaque mois que la foule doit l'accompagner, tantôt pour prendre possession de ses bureaux au Palais de la Nation, tantôt pour accueillir tel chef d'État qui vient parce que lui est chef d'État. Et chaque fois, c'est le flop.
mais jamais plus de 100 personnes. Donc il n'y aura pas cette foule-là dont vous parlez. Vous êtes prêts pour le sommet? Nous sommes fin prêts. Le président Abdou Diouf est déjà ici. La plupart des équipes d'avance, depuis les 20 chefs d'État, sont déjà sur place. Nous les attendons. Une petite place sur les grands. Et nous pensons que ce sera une grande découverte pour eux. Pour ceux qui croient que le Congo fait l'enfer, ils vont découvrir tout autre chose. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais que j'ai joint à Kinshasa. Cependant, pour l'opposition, en particulier l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, la déclaration du président français reflète la réalité en RDC et c'est pour cette raison que le parti a toujours plaidé pour une délocalisation du sommet de la francophonie. Augustin Kabouya est un adjoint au département de communication de l'UDPS. Il n'y aura pas le dérapage, monsieur le joint, je vous rassure. À l'époque, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, avait rencontré le président Tshisekedi au Grand Hôtel, au centre-ville à Kinshasa. Il n'y avait pas eu de dérapage, si ce n'est que les provocations que les troupes de Kabila voulaient à tout prix créer pour saboter cette rencontre. Le président Tshisekedi avait rencontré l'ex-président malien Alpha Omar Konaré au Grand Hôtel. Il y a eu tant d'événements où le président Tshisekedi s'est toujours déplacé avec la population. C'est quelqu'un sur lequel la population continue toujours à compter et à espérer. Je vois très bien au jour d'aujourd'hui que le président élu puisse se déplacer sans toutefois être accompagné par la population congolaise. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème. L'UDPS, c'est un parti politique organisé et la population congolaise et toutes les forces vives acquises au changement seront derrière le président Étienne Tshisekedi Ouamouloumba pour rencontrer son homologue François Hollande. Revenons sur la déclaration du président français concernant l'état de la démocratie en République démocratique du Congo. Votre réaction? Le président français n'a pas menti. Le président français a dit la vérité. Il a dit ce qui se passe sur le terrain. J'ai commencé par vous citer quelques exemples. C'est un gouvernement irresponsable, un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Je vous ai cité le cas de l'engagement pris avec la ministre française chargée de la francophonie, qui vont laisser le déroulement normal des procès Floribert Chebeya. Il y aura la respiration de la CENI. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des opposants qui sont en détention illégale. Tout ça, ce sont des signes qui prouvent que la démocratie ni l'état de droit est respecté au Congo. Mais c'est François Hollande a fait que rejoindre la voie de l'UDPS. C'est la raison pour laquelle l'UDPS, à son temps, avait demandé que ces sommets soient délocalisés, puisque toutes les valeurs prônées par l'OIF ne sont plus respectées ici au Congo. On se demande pour quelle raison on veut faire cet atterrissage en force. Si tout dépendait de moi, je pense que ces sommets allaient être délocalisés dans un autre pays qui respecte la démocratie et l'état de droit. Augustin Kabouya. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Donc se crispe à nouveau entre Paris et Kinshasa. Alors que François Hollande doit se rendre samedi au Congo pour le sommet de la francophonie, le président français s'en est pris au pouvoir congolais. Hier à Paris, lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le chef de l'État a dénoncé la situation dans le pays tout en soutenant le Congo face aux violences dans l'Est. Ce sommet aura lieu à Kinshasa, en RDC, avec deux préoccupations que j'ai personnellement à l'esprit. La première, c'est la situation tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Mais également une autre préoccupation qui est l'agression dont ce pays est l'objet venant de l'extérieur sur ses frontières, et notamment au Kivu. C'est pourquoi je suis en soutien de l'opération qu'a engagée les Nations Unies pour permettre la protection des frontières de la RDC, qu'il conviendra de renforcer s'il en était besoin. Le chef de l'État français, François Hollande, des propos recueillis par Guillaume Thibault. Et Kinshasa a aussitôt réagi. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, affirme que cette déclaration ne reflète pas la réalité. Nous avons l'impression que c'est une appréciation trop hâtive et même excessive, qui procède peut-être d'une connaissance insuffisante des réalités. Le président a eu accès certainement à un son de cloche, pas au son de cloche du gouvernement. Nous savons qu'il a des amis dans l'opposition, mais nous pensons qu'il y a moyen d'avoir une information beaucoup plus équilibrée sur ce pays que nous considérons comme le plus avancé en matière de démocratie, de droits de l'homme et même des droits d'opposition. Donc nous mettons ça sur le compte d'une
insuffisance de connaissance des réalités et sur le fait que le président est sûrement noyé de fausses informations par nos adversaires politiques. C'est peut-être de bonne guerre, mais nous aurions voulu qu'ils prennent un peu le temps d'écouter l'autre son de cloche. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, il était au micro de Bruno Minas. Et justement, Anthony, on parlait de la situation dans l'est du Congo-Kinshasa. Dans la nuit de lundi à mardi, les violences ont fait un mort et 22 blessés après une explosion à Goma, capitale du Nord Kivu. Des inconnus à moto ont jeté une grenade sur la foule dans le quartier de Mapendo. En réaction, le maire a interdit toute circulation des mototaxis en ville entre 18h30 et le lever du jour. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La rébellion du M23 qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo salue les déclarations du président français François Hollande qui a jugé tout à fait inacceptable la situation de la démocratie en RDC. Le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, le porte-parole du groupe M23, estime que la communauté internationale commence à reconnaître et à découvrir les vraies réalités de ce pays. C'est parmi les causes de notre lutte armée, ajoute-t-il. Hier, on rappelle, lors d'une conférence de presse à Paris tenue en conjointement avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, François Hollande a déclaré que la situation en RDC est tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Approche du sommet de la francophonie à Kinshasa, Amnesty International appelle les dirigeants des pays francophones à intervenir auprès des autorités congolaises pour leur demander de mettre un terme aux violences dans l'est de la RDC et de juger les responsables présumés d'exactions dans cette région. Nous demandons instamment aux États membres de l'OIF de condamner dans les termes les plus forts les nombreuses violations des valeurs et des principes énoncés dans la charte de la francophonie et la déclaration de Bamako, souligne la directrice du programme Afrique Audrey Gaugrand, ajoutant que l'OIF doit utiliser tous les mécanismes existants pour obtenir des autorités congolaises qu'elles se conforment à leurs obligations en tant qu'États membres. Une délégation d'Amnesty qui vient de rentrer de l'est de la RDC a recueilli des informations sur des cas de viol, d'exécution sommaire, de recrutement forcé d'enfants, de pillage et d'impôts fictifs par des groupes armés. Par ailleurs, Amnesty est préoccupé par la multiplication des violences à caractère ethnique, notamment dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. L'organisation se dit aussi préoccupée par le harcèlement de membres d'ONG, d'opposants et de journalistes. Le point avec le docteur Théo Boutruche, chercheur à Amnesty et expert en droit humanitaire international qui revient d'une mission effectuée dans l'est de la RDC. L'objet de la mission a aussi permis de mettre à jour le fait que même si la tension internationale est sur le M23 qui actuellement contrôle une partie du territoire du Rutshuru, la menace qui pèse sur les populations civiles vient aussi de nombreux autres groupes armés, notamment dans le Massissi avec les FDLR, avec les Raya Mutomboki qui ont mené des attaques directes contre les civils. Donc cette mission montre que pour ce qui est de la situation des civils dans l'est de la RDC, actuellement c'est sûr que le groupe armé M23 fait peser une menace sur les populations civiles et ces exactions continuent de contraindre des gens à fuir le Rutshuru. Le fait que des zones entières ont été abandonnées par les forces armées congolaises, notamment dans le Massissi, pour se concentrer sur Goma, ont fait que de nombreux autres groupes armés ont pu étendre leur influence et commettre de nouvelles attaques. Alors, et ce n'est pas tout, hein. Amnesty se dit également préoccupé par le harcèlement, notamment de membres d'ONG, d'opposants et de journalistes. Amnesty International a constaté des intimidations, des menaces de mort contre des défenseurs des droits de l'homme, contre des journalistes et contre des opposants. Bien sûr, ces menaces viennent du M23, contre notamment des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi ces actes d'intimidation viennent des services de sécurité congolais, notamment contre des journalistes qui sont accusés de colporter les messages du M23 ou des opposants. Bientôt se tient donc le sommet de la francophonie à Kinshasa et vous mettez en avant notamment la charte de la francophonie et la déclaration de Bamako disant finalement que l'OIF doit utiliser ces mécanismes existants pour obtenir des autorités congolaises qu'elles se conforment à leurs obligations. Il nous semblait fondamental qu'avec l'organisation d'un tel sommet à Kinshasa, on puisse utiliser cela comme une opportunité pour rappeler non seulement aux autorités congolaises leurs obligations, mais aussi attirer l'attention de la communauté internationale et des membres de l'OIF sur leurs responsabilités pour aussi contribuer
contribuer à trouver une solution à la situation actuelle et à faire pression sur les autorités, notamment pour améliorer la situation des droits de l'homme d'un point de vue général dans le pays, mais aussi pour faire en sorte que, pour ce qui est de l'Est, les populations civiles puissent enfin vivre en sécurité. Des zones entières souffrent d'un vide sécuritaire total qui laisse les mains libres à d'autres groupes armés pour commettre des exactions. Et là, il est important que la communauté internationale se mobilise aussi, notamment au travers de la MONUSCO, pour que une armée congolaise responsable et professionnelle puisse être déployée dans ces zones, mais aussi que la MONUSCO puisse être dotée de ressources adéquates pour pouvoir, elle aussi, être déployée dans ces zones. À ce propos, vous parlez également dans votre rapport d'un accord qui a été signé entre l'OIF et la Cour pénale internationale et vous rappelez notamment que Bosco Ntaganda, entre autres, est toujours en vadrouille. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, face à l'urgence humanitaire des populations déplacées, est parfois oublié. Mais une des causes fondamentales de la continuité de cette situation et des exactions qui sont commises, c'est l'impunité généralisée en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de progrès avec quelques procès phares contre des responsables d'exactions, mais le cas de Bosco est emblématique. Mais qu'attendez-vous de l'OIF ? La RDC ne serait pas malheureusement le seul pays dans lequel des exactions sont commises. Je pense que de la part de l'OIF, il faudrait qu'il y ait un suivi, peut-être plus au niveau diplomatique, pour être sûr que ces engagements et ces déclarations qui ont été faites notamment par les autorités congolaises à la veille de ce sommet puissent se traduire dans les faits. Théo Boutruche, responsable du programme RDC à Amnesty International, était joint à Londres. Et comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Florent Wakala, citoyen journaliste Boma, RDC. L'actualité était présente ici à Boma, vraiment quand la francophonie est proche et les courants deviennent fréquentes. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas ces désagréments. Et nous remarquons aussi que les services décisionnels, les services techniques, ont été partout pour arranger le courant. Et cela montre déjà qu'ils sont en train de se préparer pour que si la francophonie arrive, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas de délestage. C'est ça notre actualité présente. Débonnet, Mouchimal, depuis lundi soir, il y a eu des tracts auxquels les partisans de l'UDPS ne voulaient pas que le marché soit ouvert le mardi. Le fait que le président de la République devrait aller saluer le président français. Et nous, de notre côté, nous devons aussi fermer le marché pour encourager notre leader. Alors, le mardi, tout a commencé par jeter des pierres sur tout, diriger sur la voie publique pour aller au marché. Ils ont jeté les cailloux sur les véhicules, sur les motos, le numéro 1 a informé. Il a largué les policiers et les militaires sur les endroits stratégiques, notamment au niveau des fiefs de l'IDPS, à Moualoussa, à Bakwadiara, dans des ronds-points partout. Alors, il y a eu l'échange de tirs entre les policiers et la population, surtout les jeunes. Il y a eu arrestation. Mais la ville maintenant est calme. Toutes les activités ont repris à la normale. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. François Hollande fait cette semaine ses premiers pas présidentiels en Afrique. D'abord au Sénégal, demain puis samedi à Kinshasa pour le sommet de la francophonie. Le président français avait conditionné sa venue au Congo à des rencontres, notamment avec des opposants politiques. Et en marge du sommet, justement, il doit s'entretenir avec le leader de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi. Or, son parti, l'UDPS, a appelé ses partisans à l'accompagner jusqu'au lieu de rendez-vous à la résidence de France. Un projet qui embarrasse l'Élysée, Bruno Minas. Pour l'Élysée, il n'est pas question que François Hollande se fasse piéger par une manifestation qui aurait mal tourné. Aussi, l'ambassade de France a demandé au parti d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, d'appeler à l'annulation de sa marche, sans quoi il n'y aurait pas de rencontre. Le message est passé, pas complètement, mais un peu. L'UDPS n'appelle plus à accompagner Tshisekedi depuis chez lui jusqu'à la résidence de France. Elle demande à ses combattants, comme elle les appelle, d'aller au boulevard du 30 juin, en plein centre de la capitale, et surtout ne pas dépasser ce boulevard, ce qui
qui les maintiendrait assez loin du lieu de la rencontre. Cette affaire inquiète les autorités ici. La police est capable d'encadrer calmement une foule, comme elle l'avait montré lors du dépôt de candidature d'Étienne Tshisekedi en septembre 2011, mais le pouvoir ne souhaite pas voir une démonstration de force de l'opposition. Mais si les forces de l'ordre répriment, cela peut très mal tourner. Bref, cette journée de samedi s'annonce comme un cap difficile. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et le déplacement de François Hollande se fera également sur fond de polémique. Le chef de l'État avait décrit mardi lors d'une conférence de presse à Paris une situation tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition au Congo. Kinshasa avait protesté, jugeant le chef de l'État français mal informé. Ce n'est pas l'avis de l'opposition. Elle se félicite de cette sortie du président français. Hier soir, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, a salué ce qu'il appelle l'interpellation fraternelle de François Hollande. En ce qui concerne l'opposition politique, étouffée, les médias qui lui sont proches constamment harcelés quand ils ne sont pas tout simplement fermés. Aucune demande d'interpellation des membres du gouvernement n'a été acceptée à l'Assemblée nationale qui devrait être le sanctuaire de la démocratie, du contrôle citoyen du gouvernement. Le cordon de sécurité autour de la résidence de ce grand homme Tshisekedi wa Mulumba est-il acceptable? Les restrictions imposées à ces grands leaders qui s'est battu pour la démocratie dans notre pays sont justement l'expression du rejet des valeurs de la démocratie par le pouvoir actuel. Nous devons nous ressaisir, accueillir ces messages d'amitié du président français comme une interpellation fraternelle et nous repentir de nos erreurs et péchés. Nous invitons tout le monde à la retenue et au gouvernement congolais de reconnaître qu'il a échoué sur tous les plans. Vital Kamerhe, président de l'UNC, au micro de Kamanda Wakamanda Muzembe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Direction Kinshasa. Il avait disparu voici 100 jours. Il vient de réapparaître. Je veux parler de l'opposant congolais Dongola Diomi. Il a donc été libéré cette nuit à 1h du matin par les services de sécurité selon ses proches. Les autorités continuent d'affirmer qu'elles ne l'ont jamais arrêté. Des hommes l'ont déposé à 2 kilomètres de chez lui, affaibli et malade. L'opposant s'exprimera dans les prochains jours sur l'identité de ses ravisseurs ainsi que leur motivation. Bruno Minas, vous êtes à Kinshasa pour RFI. Vous nous en dites davantage. Eugène Diomi Dongala avait disparu depuis fin juillet. Selon son épouse, il a été relâché cette nuit dans la périphérie de Kinshasa, à proximité d'un camp militaire. Souffrant, il est soigné à domicile par un médecin. L'affaire de sa disparition avait déclenché une polémique entre d'un côté les opposants politiques et les défenseurs des droits de l'homme qui assuraient que Diomi Dongala avait été enlevé par les services de sécurité qui le détenaient au secret, et puis de l'autre côté les autorités qui affirmaient qu'il n'était pas détenu et qu'il était en fuite volontairement. Les conditions dans lesquelles ce leader réapparaît aujourd'hui ne permettent pas de vider la polémique. Les autorités réaffirment qu'il n'a pas été arrêté. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, disait ce matin qu'il a monté un coup pour faire parler de lui à la veille de la visite de François Hollande. Diomi n'est pas en mesure de s'exprimer aujourd'hui, dit son entourage. Il devrait le faire demain. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. L'épouse de Dongola Diomi dont nous parlait Bruno, Patricia Diomi, qui a pu voir son mari, se dit soulagée après 100 jours de rapt. Nous venons de lui passer un coup de fil. Mon mari a été libéré cette nuit plus ou moins à 1h du matin sur l'avenue route de Matadi. Il a été libéré par les mêmes personnes qui l'ont enlevé et par là, il a rejoint à pied la maison. En ce moment, il est sous perfusion parce qu'il a un niveau de malaria plutôt élevé qui devait être immédiatement soigné. Et pour d'autres problèmes, nous attendons les résultats des examens sanguins. A-t-il été victime de violence lors de son kidnapping, lors de ces 3 mois de détention? Oui, je lui ai posé la question. Il m'a dit que surtout pendant les interrogatoires qu'il a subis, il a été tabassé. C'est pour ça qu'il a des fortes douleurs au dos et au cou. Ce sont un peu les séquelles qui perdurent jusqu'à maintenant de ces traitements particuliers. Pensez-vous que le discours de François Hollande, le président français qui se rend à Kinshasa samedi, pensez-vous que son discours sur les droits de l'homme a joué un rôle dans cette libération? Je crois que vraiment ça a été l'élément déclenchant de sa libération parce que ça a été un discours ferme, direct, qui a mis les doigts dans la plaie et c'était ce qui manquait. Propos recueillis par Olivier Roger. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Première escale ce soir, la République démocratique du Congo. L'attention du monde francophone est fixée sur Kinshasa, qui accueille demain et samedi le 14e sommet de la francophonie. Parmi les chefs d'État et de gouvernement attendus à ce sommet, François Hollande, le président français, a fait des vagues en déclarant il y a 2 jours que l'état de la démocratie en RDC est inacceptable. Ce à quoi le gouvernement de Kabila a répondu en disant que pareille opinion n'a aucun fondement dans la réalité. À 1 jour de ce grand événement, comment se présente la situation à Kinshasa? C'est ce que j'ai demandé au journaliste Fidèle Moussangu du quotidien Le Phare. Disons, dans la presse congolaise, il y a l'intendant qui apprécie la tenue de ce sommet en disant que le Congo devrait profiter de ce sommet pour poser le problème qui fait mal, notamment le problème de l'agression du Congo par le Rwanda à travers les faux mutins du M23. Le deuxième élément, il faut profiter de ce sommet pour que les autorités congolaises puissent effectuer une sorte de décrispation politique en libérant tous les prisonniers politiques qui sont détenus sur base des décisions iniques, notamment Mokia, Chaloupa, en cessant de traquer les députés Roger Lumbala. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris que le député Diégène Diomi a été libéré. On l'a retrouvé, il est chez lui, il est fatigué, il a une barbe à planche. Alors on espère que le pouvoir puisse libérer tous les prisonniers politiques. Ensuite, que le pouvoir actuel puisse commencer à chercher une décrispation politique par des visites que le président Kabila devrait effectuer auprès de Tshisekedi, auprès de Mosengo, pour décrisper. Et enfin, pour restructurer tout le bureau de la CENI qui est accusé d'avoir facilité les tripatouillages électoraux au mois de novembre dernier, afin que les élections locales, provinciales, prévues pour le mois de mars l'année prochaine, soient des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais tout ça, ce sont des conditions qui ont été posées par les leaders de la francophonie. Oui, c'est-à-dire que toutes ces conditions avaient d'abord été posées par la force, ensuite par le parti politique de l'opposition qui avait demandé aux gens de boycotter la francophonie ou même de délocaliser. Et comment est la situation sécuritaire à Kinshasa à la veille du sommet? Kinshasa a toujours tenu calme, la criminalité est au rabais. Il n'y a pas de quoi. Évidemment, il y a une présence visible des hommes en armes, notamment les éléments de la garde républicaine à travers la ville, dans les ronds-points, les policiers en civil de trentaine, dans les endroits stratégiques, mais la situation normale, elle est calme. Kinshasa a toujours été une ville avec une criminalité zéro. Fidèle Moussangu, coordonnateur de la rédaction au journal Le Phare de Kinshasa, vient de faire mention, vous l'avez entendu, de la libération du député Eugène Diomi Njangala, plus de 3 mois après sa disparition. On l'avait accusé de viol de 2 mineurs, mais il est aussi connu pour ses prises de position très critiques vis-à-vis du pouvoir de Joseph Kabila. Georges Aloula est un homme politique congolais vivant dans la diaspora. Diomi Njangala a été libéré comme s'il était arrêté par des malfrats. Vraiment, ça n'a rien d'un caractère officiel qui puisse représenter un gouvernement en exercice dans un pays dit démocratique. Maintenant, nous sommes inquiets pour son état de santé, mais déjà, nous remercions Dieu et tous ceux qui, de loin ou de près, ont participé et ont permis à ce moment la libération de Diomi Njangala. Les autorités congolaises n'ont jamais admis avoir arrêté M. Njangala. Ça fait partie de l'amnésie parce qu'au début, ils avaient reconnu que Diomi Njangala avait été arrêté pour viol sur 2 prétendument sœurs qui n'étaient pas des sœurs. Un montage grossier qui a permis à la gendarmerie nationale de faire une descente dans son bureau et de pouvoir l'arrêter et les faire disparaître de tout circuit pendant près de 3 mois. On peut quand même dire qu'on ne sait pas qui l'avait retenu pendant ces 3 mois. Diomi a besoin de recouvrer sa santé, mais je suis sûr et certain qu'il aura l'occasion de s'exprimer pour nous dire ce qu'il a retenu de ces 100 jours passés dans les secrets, dans les mains de la police de Kabila ou son service secret. Alors jusqu'à présent, on n'a pas de preuves, parce qu'on l'a retrouvé dans les rues de Kinshasa, on ne sait pas qui l'a libéré. Si le gouvernement était innocent, il aurait dû faire une recherche approfondie et accompagnée pour savoir où était détenu l'honorable Eugène Diomi Njangala. Il y a beaucoup de cachos cachés au niveau de la ville de Kinshasa et je crois que nous avons là un système qui montre comment Diomi Njangala a été vraiment tenu au secret. Même sa famille la plus proche ne savait pas où Diomi était. Et pour certains d'entre nous, nous étions un peu désespérés de pouvoir les retrouver vivants. Croyez-vous que son retour chez lui est lié
au sommet de la francophonie qui s'ouvre demain à Kinshasa? C'est tout à fait clair que la déclaration du président français François Hollande sur la démocratie au Congo était tellement pointue et inattendue que le gouvernement de Kinshasa s'est dit finalement qu'il fallait démontrer à la face du monde qu'ils y étaient pour rien. Georges Aloula, ancien candidat à la présidence en RDC. La démocratie chrétienne congolaise a sorti un communiqué pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale que son président national Eugène Diomi-Njongala, enlevé le 27 juin dernier, non citons, par les services de sécurité et détenu au secret pendant 100 jours, a été libéré cette nuit à environ 1h du matin près de la capitale congolaise sur la route de Matadi. Il est souffrant et déjà pris en charge par son médecin pour les soins urgents, poursuit le texte. Cependant, le gouvernement congolais continue de nier toute implication dans cette affaire. Écoutons le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga. Vous avez bien compris que c'est vraiment un gros mensonge. Il ne peut pas avoir été libéré puisqu'il était arrêté par personne. C'est un criminel en fuite qui essaye de profiter du sommet de la francophonie et perturber les choses en prétendant qu'on l'a libéré, mais pourquoi on le libérerait? Quelqu'un qui a violé 2 fillettes, si on l'attrape, non, le juge vite fait. Pourquoi on le libérerait? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a possibilité maintenant qu'il soit arrêté pour qu'il comparaisse devant la justice? Non, malheureusement, parce que lorsqu'on a lancé les policiers sur lui, c'était à quelques minutes de son forfait. Il y avait possibilité d'une procédure en flagrance, comme on dit. Là, on n'avait pas besoin de procédure au niveau du Parlement pour l'autorisation de poursuite puisqu'il est parlementaire. Bon, maintenant, je crois 2 mois sont passés. On doit respecter la procédure. Pendant qu'il était en fuite, le procureur général de la République avait introduit une demande de poursuite au Parlement. Et le Parlement n'a pas encore voté la levée des immunités. Il sait cela, c'est pourquoi il sort que son cinéma. Dès que le Parlement votera la levée des immunités, il sera arrêté et jugé parce que les familles de ces 2 filles sont des Congolais qui ont droit à la justice. La presse nationale connaît bien le problème du délit, c'est un prédateur. Ce serait ridicule si d'autres médias commencent à faire la campagne pour un violeur d'enfants. C'est vraiment ridicule. C'est un violeur, il va être arrêté et poursuivi. Y a-t-il des prisonniers politiques maintenant en RDC? Il n'y a aucun prisonnier politique en RDC. Il y a des politiciens qui ont des problèmes avec la justice. Je ne sais pas si aux États-Unis, un politicien qui commet un délit ne peut pas répondre devant la justice. C'est vraiment un langage abusif. Il n'y a aucun prisonnier politique au centre de quelqu'un qui est arrêté à cause de ses opinions. Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, le gouvernement congolais n'avait rien à voir dans la disparition du député. Mais Diomi a fui parce que la justice le recherchait pour viol. Combien de fois je dois vous répéter? Il a violé 2 enfants, le procureur a envoyé la police l'arrêter, il a sauté le mur d'enceinte de sa maison et il a fui. Et il a essayé de politiser en profitant justement de la naïveté de quelques journalistes. Qu'est-ce que vous voyez de politique là-dedans? Le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, joint à Kinshasa. Et comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com. Pierre Ngoye, citoyen journaliste bas Congo, Boma, pour la Voix de l'Amérique. La qualité de l'électricité qui n'est pas bonne, et il y a la population qui s'inquiète jusque-là, qui veulent manifester, mais le maire de la ville vient de calmer quelques personnes et les demanda de l'air d'aller au bureau de la Société nationale d'électricité pour déposer leurs factures parce qu'ils n'ont pas une bonne qualité d'électricité. La population a voulu manifester pour l'électricité qui est à mauvais état et pour faire, ils ont donné un point de vue mais ils n'ont pas voulu manifester. Harry Siro, journaliste et citoyen de Beni, hier que l'humanité a commémoré la journée mondiale dédiée à l'environnement. Ici à ville de Beni, cette journée est passée sous une manifestation ici où une caravane motorisée par un défilé de mode qui a commencé au rond-point du 30 juin pour chuter à la mairie de la ville de Beni où de différentes manifestations ont eu lieu. On peut citer les mots du maire de la ville de Beni et également le coordonnateur de l'environnement ici à la ville de Beni. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Aujourd'hui à Kinshasa, du 14e sommet de la francophonie. Parmi les chefs d'État et de gouvernement attendus à ce sommet, François Hollande, le président français qui a fait des vagues en déclarant cette semaine que l'état de la démocratie en République démocratique du Congo connaît des difficultés. Ce à quoi le gouvernement de Kabila a répondu en disant que pareille opinion n'a aucun fondement dans la réalité. On écoute Monsieur Hollande. Et je vais m'adresser à eux pour leur dire que cette langue leur appartient, mais qu'elle suppose aussi d'être une langue qui soit celle de valeurs, de principes. Et parmi ces valeurs et ces principes, il y a la démocratie, il y a la bonne gouvernance, il y a la lutte contre toutes les corruptions. Je le ferai à Kinshasa, dans un pays qui est marqué par un certain nombre de difficultés démocratiques, mais aussi, je l'ai dit, à ses frontières. Le sommet de la francophonie s'achèvera samedi et par ailleurs dans l'est de la RDC, 2 personnes ont été tuées et 22 autres grièvement blessées par une grenade cette semaine à Goma. Au total, 15 personnes assassinées la nuit en moins de 2 semaines dans la ville. En rapport avec cette situation, le maire a pris la décision de suspendre la circulation des taxis-motos à partir de 18h30 heure locale. Une mesure qui occasionne un manque à gagner chez les opérateurs économiques qui exigent que toutes les taxes soient revues à la baisse. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua. Depuis plus de 2 semaines, on enregistre en moyenne 1 mort chaque nuit dans la ville de Goma. Le maire Kubuya Ndole est convaincu de la complicité des chauffeurs de taxi-moto dans ces opérations nocturnes. Nous savons qu'il y a plusieurs paramètres qui sont autour de l'insécurité que nous vivons à Goma, mais le paramètre qui est justifiable et qui est connu déjà par la population, je vais parler de la facilitation des motards dans le jet de grenades, mais aussi le transport des assassins dans les quartiers où les véhicules ne peuvent pas arriver. En tout cas, nous avons pris cette mesure et nous allons assumer comme autorité urbaine en ville de Goma. Il s'agit de l'irresponsabilité du pouvoir en place, rétorque Ndandou Kalinda, opérateur économique de Goma. Il y a beaucoup de désordres, notamment les motos qui ne sont pas identifiées. Il n'y a aucune plaque d'immatriculation sur les motos. Un désordre total. Or, c'est l'autorité qui doit prendre cette mesure pour que chaque moto ait son numéro. Même pendant la journée, un motard peut vous prendre et vous amener n'importe où. Comment vous allez connaître son immatriculation? Les autorités municipales doivent être conséquentes des retombées de cette mesure sur la survie des opérateurs économiques. On va maximiser les recettes en fonction de quoi? Notamment les nganda et les bars et autres choses. Pour les motards, comment aussi il faut payer les taxes? En conséquence, il faut aussi réduire les taxes en fonction de cette mesure-là. La société civile, quant à elle, craint les règlements des comptes et une éventuelle infiltration du M23 dans la ville. Maître Gauthier Muhindo Missonia, président de la société civile de la ville de Goma. Suite à cette situation, beaucoup déjà peuvent aussi en profiter pour régler les comptes. La ville de Goma, il y a beaucoup de démobilisés qui n'ont pas été encadrés par le gouvernement. Ces gens-là peuvent être utilisés pour tuer les gens, mais aussi, à l'hypothèse telle que la ville serait infiltrée, peut être aussi bien suivie. La mesure du maire est respectée à 80%. Il reste à voir les résultats dans les jours qui viennent. Goma, Primo Pascal Rudaigua, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. On entame donc aujourd'hui son premier voyage présidentiel en Afrique. Oui, le chef de l'État français se rend d'abord au Sénégal où il prononcera un discours devant l'Assemblée nationale. Demain, il sera au Congo-Kinshasa pour le sommet de la francophonie. Et avant de partir, le président a accordé un long entretien avec des journalistes de RFI, France 24 et TV5. Il a donné sa position sur plusieurs dossiers sensibles sur le continent. La reconquête du Nord Mali, les otages français au Sahel, les biens mal acquis par des dirigeants africains en France. François Hollande affiche globalement une posture ferme, Jean-Karim Fall. Respecter, dire la vérité. Cette formule de François Hollande résume sa vision des relations entre la France et l'Afrique. Le chef de l'État français n'a pas joué les moralistes. Je ne suis pas là pour être juge, précise François Hollande, qui entend toutefois rester ferme sur les principes, la démocratie, la bonne gouvernance. Sur l'épineux dossier des biens mal acquis, le locataire de l'Élysée précise malicieusement que désormais, la justice fait son travail sans entrave. François Hollande veut aussi être le président qui parle à tout le monde, les chefs d'État, bien ou mal élus, les opposants qui s'inscrivent dans la logique démocratique. C'est d'ailleurs ce qu'il fera à Kinshasa en rencontrant Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. Sur le dossier malien, c'est un François Hollande déterminé qui s'exprime.
Discuter avec qui? Avec AQMI? Avec des terroristes? Bref, le président de la République écarte toute idée de négociation avec les islamistes du Nord Mali. Il concède que le dialogue peut toutefois s'engager avec des forces politiques maliennes laïques, précise-t-il. Et à quelques semaines de son voyage à Alger, François Hollande se déclare prêt à rassurer les Algériens. Alger qui hésite, Alger qui écarte pour l'instant toute idée d'intervention militaire au nord du Mali. Et le déplacement de demain à Kinshasa a mis du temps à se dessiner. François Hollande hésitait à se rendre en RDC du fait notamment de la situation des droits de l'homme et de la démocratie dans le pays. Il a finalement choisi de s'y rendre, il s'en est expliqué hier. D'abord, je vais à Kinshasa parce que c'est l'Afrique et parce que je veux dire aux Africains qui parlent le français que nous sommes extrêmement reconnaissants à leur égard. La langue française, c'est une langue africaine. Et déjà aujourd'hui, les Africains sont ceux qui sont les plus nombreux à parler français. Je veux leur exprimer ma gratitude. Je vais à Kinshasa parce que c'est un grand pays, la RDC. Et c'est un pays qui est agressé à ses frontières. Je n'accepte pas que les frontières de ce grand pays puissent être mises en cause par des agressions venant de l'extérieur. Ensuite, je viens en Afrique pour tenir le discours de la franchise. Il y a eu des élections qui se sont produites l'année dernière en RDC. Elles n'ont pas été regardées comme étant complètement satisfaisantes. Mais il y a aussi des progrès qui viennent d'être accomplis. Je les souligne. Je veux donc qu'il y ait aussi la marque que lorsque la France est là, il doit y avoir des progrès en matière de démocratie. François Hollande promet donc une visite pleine de franchise à Kinshasa pour évoquer tous les sujets. Nous retournerons dans la capitale congolaise dans une dizaine de minutes maintenant pour retrouver Nathalie Amar et Christophe Boisbouvier avec leurs invités. Édition spéciale sur RFI. François Hollande qui doit d'ailleurs, Sébastien, rencontrer des défenseurs des droits de l'homme et des opposants politiques comme Étienne Tshisekedi. Oui, justement, on parle ce matin d'un autre opposant congolais, Eugène Diomine Dongala, disparu depuis 100 jours. Il est réapparu hier, accusé de viol sur mineur par la police. Les autorités déclaraient qu'il était en cavale. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a de nouveau d'ailleurs affirmé qu'il n'avait jamais été arrêté. Or, ses proches et ses militants affirment tout le contraire. Selon eux, les forces de sécurité l'ont interpellé et gardé au secret pendant tout ce temps. Son épouse, Patrizia Diomi, soutient d'ailleurs cette version. Selon elle, le pouvoir l'a libéré à cause de la visite de François Hollande. Personnellement, je crois qu'il y a un rapport direct parce que, vous savez, quelquefois le langage diplomatique peut avoir des limites et un langage clair, net, direct comme celui qu'a tenu le président Hollande, il a provoqué une réaction immédiate. Surtout que le cas de mon mari, c'était le cas un peu les plus flagrants et les plus graves des violations des droits de l'homme actuellement dans ces pays. Surtout, peut-être la volonté de se décharger d'un dossier lourd qui concerne en plus un député en fonction élu et qui, franchement, commençait à provoquer l'attention aussi de toute la communauté internationale. De leur côté, les autorités, elles répètent qu'il n'y a jamais eu d'arrestation. Qu'est-ce que vous répondez à cela? J'aimerais que M. Lambert Mende m'explique de quelle Italie il parlait, parce qu'il a toujours dit que mon mari s'est trouvé en Italie. Et il me semble maintenant que le moment est venu de faire tomber un peu les écrans de fumée et de regarder la réalité en face. Patrizia Diomi, l'épouse d'Eugène Diomine Dongala, a noté que le gouvernement congolais a placé l'opposant sous surveillance. Les autorités ont demandé à l'Assemblée d'enquêter sur le lieu de sa prétendue détention et demandé aux députés de voter la levée de son immunité parlementaire. Et à propos de la RDC, des combats ont éclaté dans la nuit de mercredi à hier entre l'armée et des miliciens Maï-Maï. Les affrontements se sont déroulés à Walungu dans l'est du pays. Ils auraient provoqué des déplacements de... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bensouda, il est impératif de procéder à l'arrestation des personnes recherchées par la CPI comme Joseph Kony, Bosco Ntaganda et Omar Al-Béchir et de les transférer à La Haye pour les juger afin de mettre un terme à ces crimes commis à grande échelle et pour que justice soit rendue à leurs victimes. Je vous propose d'écouter la réaction de Géraldine Mathioli-Zeltner, chargée des questions de justice internationale à Human Rights Watch. Alors cette déclaration de la nouvelle procureure de la Cour pénale internationale à l'occasion de la journée de la fille, c'est important parce que cette déclaration rappelle le rôle important que la Cour pénale internationale joue pour mettre fin aux violences qui sont faites aux filles lors de conflits armés.
Donc la procureure rappelle que la Cour pénale internationale peut mettre en accusation des personnes qui violentent des filles lors de conflits, qui les soumettent à des violences sexuelles ou à des viols, et que justice sera faite pour ces crimes. Donc je crois que c'est une déclaration importante, on l'espère, elle est entendue par ceux qui s'engagent dans de tels comportements. Mais des mandats d'arrêt ont été lancés depuis un bon bout de temps par la Cour pénale internationale contre ces deux individus, Joseph Kony et Bosco Ntaganda. Ils courent toujours. Alors qui c'est qui va vraiment les arrêter et quand vraiment on va les arrêter ? Alors c'est important de se rappeler que et Joseph Kony et Bosco Ntaganda sont recherchés par la Cour pénale internationale pour le recrutement d'enfants soldats et comme on le sait, bien souvent des filles sont recrutées comme enfants soldats dans des conflits en Afrique et ailleurs. Elles sont utilisées comme domestiques mais aussi comme esclaves sexuelles souvent et tous les deux sont également recherchés pour violences sexuelles. Donc vous le disiez, le plus important évidemment maintenant ce serait d'arriver à les arrêter puisque ces mandats d'arrêt ont été émis il y a déjà assez longtemps, Joseph Kony en 2005 et Bosco Ntaganda en 2006. Alors évidemment, ils courent toujours et leur arrestation n'est pas simple du tout. Joseph Kony est difficile à localiser, il bouge entre plusieurs pays, on estime maintenant qu'il est probablement en République centrafricaine mais dans des recoins difficiles à atteindre. Donc il est important de continuer à mobiliser la communauté internationale pour faire cette arrestation parce que les pays de la région n'en ont pas les moyens. Et on sait, les États-Unis, à partir de l'année dernière, ont commencé à déployer un certain nombre de personnels militaires pour essayer d'aider les forces de la région à le localiser et à l'arrêter. Il est très très important que ces efforts continuent et que la mobilisation continue. Pour Bosco Ntaganda, la situation était assez différente. Jusqu'à récemment, il était général dans l'armée congolaise et malheureusement, on se heurtait au manque de volonté politique du Congo de l'arrêter. La situation de nouveau a basculé puisque en mars, Bosco Ntaganda est devenu chef rebelle et une nouvelle fois, en fait, il mène une guerre à l'est du Congo et est de nouveau très difficile à arrêter. Là encore, je crois la responsabilité repose sur les forces armées congolaises et la MONUSCO à l'est du Congo de faire tous les efforts nécessaires pour l'arrêter. On sait également qu'il est soutenu par le Rwanda au sein de ce mouvement, le M23, et il est important que la communauté internationale mette toute la pression nécessaire sur le Rwanda pour que ce soutien cesse immédiatement et que Bosco soit arrêté et transféré à La Haye. Géraldine Mattioli-Zeltner, chargée des questions de justice internationale à l'ONG Human Rights Watch, jointe à Stuttgart en Allemagne. En République démocratique du Congo, environ 200 militants de l'opposition sont descendus dans les rues de la capitale ce vendredi après-midi. Ce sont des partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Ils avaient l'intention de manifester pacifiquement la veille du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, mais ont fini par effectuer un bref sitting devant le siège de leur parti après avoir été empêchés d'aller de l'avant avec cette protestation par la police. Oui, Étienne Tshisekedi qui avait rejeté le résultat des élections contestées du 28 novembre 2011 et s'était autoproclamé président élu, doit rencontrer samedi le président français François Hollande en marge de ce sommet. Le point sur cette manifestation a avorté donc avec Augustin Kabouya, chargé de communication de l'UDPS. On protestait contre l'organisation de la francophonie ici. Bon, quand nous sommes retrouvés à la permanence pour franchir le boulevard Lumumba, la police de M. Kabila et la garde républicaine nous ont dispersés. Et après, nous sommes rentrés, nous avons tenu un point de presse où nous avons fixé l'opinion, contrairement à ce que le régime de M. Kabila disait il y a 3 jours que non, M. Hollande n'était pas informé de la situation en RDC. Il n'avait pas dit la vérité. Tout ce qu'il avait dit à ce qui concerne la démocratie et l'état des droits, ça s'est confirmé avec l'incident d'aujourd'hui. Le sommet de la francophonie, c'est quand même une bonne vitrine pour promouvoir le Congo. Pourquoi vous êtes contre ça? Non, nous ne sommes pas contre la francophonie, mais nous sommes contre les organisateurs, puisque des valeurs prônées par la démocratie ne sont pas respectées ici chez nous. Nous ne sommes pas contre la francophonie, nous sommes contre les personnes qui organisent ça. Il ne fallait pas tenir le sommet au Congo. C'est affirmatif. Pour nous, il fallait que le sommet soit délocalisé. C'est pourquoi on avait chez Bondé montrer de quoi nous sommes capables. Malheureusement, ils se sont comportés comme du temps où ils étaient encore dans les histoires de l'AFDEL, dans les maquis. Et qu'est-ce que vous allez faire? Bon, nous sommes un parti politique qui prône la non-violence. Nous allons toujours utiliser tous les moyens nécessaires pour faire entendre notre voix. Peut-être aujourd'hui, ce n'était qu'un début. Dans les jours à venir, ça sera plus que ça. Qu'est-ce que vous attendez de la rencontre avec Hollande, qu'il reconnaisse Étienne Tshisekedi comme président? Mais c'est
François Hollande, le président français, va rencontrer son homologue Étienne Tshisekedi, le président élu de la République démocratique du Congo. Donc vous savez, quand les deux chefs d'État se rencontrent, ils vont se dire des choses. À notre niveau, nous attendons d'abord que cette rencontre ait lieu. Hollande ne va pas le rencontrer en tant que chef d'État du Congo? Non, écoutez, ce n'est pas M. François Hollande qui avait élu Dr Étienne Tshisekedi comme président de la République. Nous, peuple congolais, nous reconnaissons Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. C'est en ces qualités-là. Il sera reçu par le président français François Hollande. Et non pas en tant qu'opposant. Mais moi, je vous décris la situation. Vous pouvez décrire la situation comme vous voulez, mais je vous dis pour nous le disons haut et fort, ce n'est pas derrière les rideaux, nous le déclarons depuis longtemps, depuis 2011 jusqu'à ce jour. Voilà, Augustin Kabouya, chargé de communication de l'UDPS. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La francophonie, ce sont 220 millions de locuteurs de français de par le monde. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, regroupe 56 pays membres plus 19 observateurs. Et depuis quelques jours, donc, les délégations commencent à arriver à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour participer au 14e sommet de la francophonie. Selon les organisateurs, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce vendredi, alors que le sommet s'ouvre officiellement demain samedi. Des précisions avec notre correspondant sur place, Salé Mwana Milongo. Depuis 3 jours, Kinshasa vit au rythme de la francophonie avec l'inauguration mardi du village de la francophonie ainsi que l'ouverture hier des travaux préparatoires du sommet. Le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, a présidé hier dans l'après-midi la 28e session de la conférence des ministres de cette organisation. Les travaux se déroulent normalement selon les organisateurs et vont permettre de mettre au point les dossiers à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement lors du sommet qui démarre effectivement samedi. Plusieurs délégations et d'autres personnalités sont déjà arrivées à Kinshasa, comme le vice-président du Vietnam et le président de l'Assemblée parlementaire francophone, le Burkinabé Christian Kaboré. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce vendredi après-midi, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara. Le village de la francophonie érigé au stade des martyrs de Kinshasa attire du monde, comme Suzanne Callier, venue de la Suisse. Votre pays est très beau. Malheureusement, il a encore quelques problèmes à régler, mais j'espère que ça va s'arranger quand même dans pas trop de temps. Pour l'historien belge Léon de Saint-Moulin, rencontré lui aussi au village de la francophonie, la RDC est une terre d'avenir, non seulement pour sa population, mais aussi pour l'espace francophone. Je dis souvent, la ville de Kinshasa, c'est une des rares villes qui a non seulement une forte population qui augmente vite, mais un site qui montre qu'on peut aller jusqu'à devenir une des 3-4 plus grandes villes du monde. Et en plus, il y a un arrière-pays. Alors, le dynamisme du Congo, mais il a des ressources monumentales en démographie, en ressources économiques et en capacité intellectuelle et en richesse artistique. La journée de vendredi 12 octobre, jour d'ouverture officielle du 14e sommet de la francophonie, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ce congé doit permettre à la population de Kinshasa de prendre une part active aux différentes activités prévues dans le cadre de la francophonie. Signalons que plus de 3000 invités vont prendre part aux travaux du sommet de Kinshasa. Salé Mwanamilongo, Kinshasa pour la Deutsche Welle. François Hollande, le président français, arrivera demain à Kinshasa. Il fait aujourd'hui une escale à Dakar. Cet après-midi, il s'exprimera devant les députés sénégalais. Il est prévu qu'il rencontre à Kinshasa l'opposant Étienne Tshisekedi, dont le parti, l'UDPS, a appelé aujourd'hui et demain à des manifestations. Et puis, ce n'est peut-être pas un hasard, à 48 heures de l'ouverture du sommet de la francophonie, un autre opposant, Étienne Diomi Ndongala, a fait une réapparition aussi mystérieuse que sa disparition il y a 4 mois. Le président du parti Démocratie chrétienne a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi sur une route à l'ouest de Kinshasa. Selon un communiqué de son parti, il a été tenu au secret pendant 100 jours par les services de sécurité et l'ANR, mais les autorités congolaises continuent de nier leur rôle dans sa disparition. Et Eugène Diomi Ndongala est sorti de ses 100 jours au secret affaibli et souffrant. Il a été pris en charge par son médecin. Nous avons pu joindre son épouse, Madame Diomi, avant ce journal, et vous voudrez bien excuser la mauvaise qualité, malheureusement, de la liaison téléphonique. Il a été enlevé le 27 juin à Kinshasa, alors qu'il répondait à une manifestation
D'ailleurs, la signature d'une plateforme dont il est le fondateur, la MPT. C'est justement d'ailleurs pour empêcher le fonctionnement de la plateforme qu'il a été enlevé. Il est resté entre les mains des services de sécurité. À Kinshasa. Bien sûr. Ce n'est pas son premier enlèvement. Il a déjà été enlevé 2 fois à l'époque de Laurent Désiré Kabila à Père. Et c'est son 3e enlèvement. Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements? Oui, pendant les interrogatoires, disons, les interrogateurs étaient plutôt musclés. Il a reçu des coups sous le dos et au niveau de la nuque. Et voilà, et puis en général, comme vous savez, déjà la détention au secret est une torture, parce qu'il il est resté pratiquement 5 jours complètement enfermé. C'est déjà un mauvais traitement en soi. Madame Diomi, donc l'épouse d'Eugène Diomi Ndongala, qui a fait sa réapparition dans la nuit de mercredi à jeudi après 100 jours détenu au secret. Vous avez entendu, selon son épouse, il a subi donc des mauvais traitements.